Donc voilà, le live direct avec Catherine Henley-Périssol sur l'estime de soi démarre. Bonjour, bonsoir. Dites-nous si vous êtes là, si vous nous voyez, si vous nous entendez. Gérald, tout à l'heure, nous a dit bonne conférence à toutes les deux. Je regarderai le podcast car je suis moi-même en conférence à partir de 19h. Et donc, nous avons deux personnes qui viennent d'arriver. Ce que je vous propose, c'est, comme vous le savez parfois, ou vous ne le savez pas, ou vous allez le découvrir, nous attendons 2 ou 3 minutes que les personnes qui étaient inscrites aient leur notification de manière à nous rejoindre. Et puis, peut-être avez-vous déjà rencontré Catherine Henley-Périssol lors d'un live la dernière fois en septembre, ou peut-être nous attendons 2 ou 3. Ou peut-être la... C'est juste un écho. Technicien Joël, que nous remercions d'être là, Oui. est en train de régler ces petites choses techniques du début. Donc Nathalie, bonjour Nathalie. Bonjour Océane. Bonjour Véronique. Bonjour Nathalie. Une autre Nathalie. Nathalie qui y est. Alors, j'espère que je vais pouvoir récupérer les notifications, non, pardon, les commentaires en direct parce que là, pour le moment, je ne les vois pas sur cette petite chose-là qui permettait de faire doublon. Mais ça devra s'améliorer. Bonsoir Isa, bonsoir Nicole, bienvenue parmi nous. Nous sommes en train d'attendre quelques minutes que les personnes se connectent de manière à pouvoir démarrer cette conférence de Catherine Henley-Périssol sur cette page logique émotionnelle que vous aimez. Et nous travaillerons, enfin Catherine parlera de l'estime de soi. Au fait, qu'est-ce que l'estime de soi? Ah, et d'où provient-elle, notre si faible estime? Elle nous dira aussi comment défendons-nous notre estime et aussi, bien sûr, comment retrouver et construire une juste estime. Je vous espère bien installés dans le meilleur de vos fauteuils en compagnie d'une boisson chaude, comme nous. Je vois des gens, mais c'est toujours noir. Nous sommes toujours dans le noir. Alors, à qui n'ai-je pas dit bonsoir? Bonsoir Nicole, merci de nous rejoindre. Bonsoir Laurence, merci de nous rejoindre. Nathalie, qui vient de nous rejoindre. Nathalie Bourdelat. Bonjour Nathalie. Alors, une petite chose, nous sommes dans le noir. Est-ce que vous nous voyez ou est-ce que... Parce que nous pouvons rester dans le noir, mais est-ce que vous nous voyez? C'est ça le plus important. Merci de nous répondre. De manière à ce que si ça reste écran noir, nous redémarrions dans les quelques secondes qui viennent un nouveau live. Vous êtes 15 participants, nous attendons un peu, mais surtout nous essayons de régler ce fameux écran noir. Voilà, alors je vais continuer de parler parce que la parole est également d'or, paraît-il. Il n'y a pas que l'image. Nous ne comprenons pas. On va peut-être démarrer. Pouvez-vous me dire s'il y a des... Alors, bonsoir Alicia. Ouais. Bonsoir Isabelle. Oui, clairement, Véronique nous voit. Nathalie dit qu'on nous voit. Laurence dit qu'on nous voit très bien. On vous voit, on vous entend. Dit Aude. Bonsoir Aude. Louté dit oui, moi je vous vois. Donc tout le monde nous voit. Il n'y a que nous qui ne nous voyons pas. C'est à aucune espèce d'importance. Donc, Catherine est à mes côtés, docteur Catherine Henley-Périssol, qui a révélé la logique émotionnelle, la logique de nos émotions. Elle, bien sûr, conférencière comme ce soir, formateur pour la logique émotionnelle. Elle reçoit en individuel aussi des personnes et elle répond à des tas d'interviews pour faire connaître ce magnifique
univers de la logique des émotions. Ce soir, elle va vous parler de l'estime de soi. Je te laisse la parole. Eh bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. D'abord, c'est formatrice, hein, pas formateur quand même. Ah, auteureux. Ah, d'accord. Auteureux comme auteureux. Auteureux, d'accord. J'ai Donc, oublié de dire auteureux. formateureux. Dernier livre, ma Bible des émotions. Merci à vous de venir partager un moment sur, et puis d'échanger évidemment sur ce thème qui alourdit les étagères de nombre de bibliothèques et de FNAC, tellement cette notion d'estime de soi est à la fois une évidence pour chacun, c'est-à-dire la nécessité d'avoir de l'estime de soi, et en même temps une grande énigme. C'est quoi? Comment ça se construit? À partir de quoi? C'est un peu comme la confiance dont on a parlé la dernière fois, c'est-à-dire on estime, la psychologie estime qu'il faut avoir une bonne estime de soi, sauf qu'on ne sait pas très bien où la chercher, où la trouver, comment la construire, à quoi elle correspond. Et comme la confiance, on voudrait bien en avoir, mais on ne sait pas trop comment la générer. Et surtout, on sait à quel point une faible estime de soi est à l'origine de douleurs, de peines, de frustrations. Donc, c'est un sujet important, c'est un sujet qui est à la fois un sujet de psychologie, c'est un sujet qui touche l'ensemble de la société, mais c'est surtout un sujet central en termes de besoins, en termes de place, en termes de reconnaissance. Et donc, c'est ça que je vous propose de regarder ensemble. Dans la présentation, j'avais mis un petit mot en disant, estime de soi, estimer. Et donc, c'est quoi finalement l'estime? Et ce qui apparaît dans la structure même du mot, l'estime, c'est une évaluation. Et donc, estimer, c'est évaluer le prix, évaluer la valeur. Donc, d'emblée, l'estime de soi, ça nous met en rapport avec le regard que nous portons sur nous, le regard que nous portons aussi sur les autres, et la valeur que nous accordons. Mais à quoi? Est-ce que c'est à nos comportements? Est-ce que c'est à nos ressentis? Est-ce que c'est à nos besoins? Ça ne le dit pas. Ce qui est dit, c'est qu'il y a une histoire de valeur, une histoire d'évaluation du prix, de la valeur de soi et des autres, de ce que c'est que être un être vivant. Et le mot même de valeur est en rapport avec la vigueur et la santé. Vous voyez qu'on est assez loin du phénomène de la psychologie traditionnelle au profit de s'estimer, c'est donner de la valeur et donc de la vigueur et de la santé à ce que nous sommes, au soi, à nous-mêmes. Et finalement, ça nous rapproche beaucoup plus du monde des émotions que du monde de la connaissance psychique de soi. Donc, l'estime de soi serait d'emblée de donner de la valeur à notre corps et à l'expression, à la sensorialité qui anime notre corps. Ce serait donner de la valeur à ce qui nous anime, ce qui nous met en santé. Et donc, c'est pouvoir donner un prix, vraiment du prix pas du prix en un seul mot, c'est ça, du prix à la santé, au corps vivant dans lequel nous vivons. Donc, vous voyez que là, d'emblée, l'estime de soi nous éloigne finalement d'une compréhension qui serait limitée aux échanges avec les autres, le regard qu'on a sur nous, le regard que les autres ont sur nous, le regard que j'ai sur l'autre, etc. Déjà au profit d'une prise en considération de ce qui nous anime au plus profond, c'est-à-dire tout le processus émotionnel qui nous met en rapport avec les autres, en rapport avec la nature, en rapport avec les autres. Et donc, c'est déjà de pouvoir accorder du prix à notre propre nature, à commencer par toute l'expression émotionnelle qui nous aide à être en rapport avec ce qui nous entoure. Donc, nous sommes naturellement en estime de nous-mêmes et ce n'est pas possible qu'on n'ait pas d'estime de soi. C'est un peu comme
comme la confiance. Et quand on dit qu'on n'a pas confiance en soi, c'est qu'on ne cherche pas la confiance au bon endroit. Puisque nous ne pouvons pas ne pas nous fier à ce que nous sommes pour exister. Ben, l'estime de soi, c'est la même chose. L'estime de soi, c'est nous ne pouvons pas ne pas avoir d'estime de soi, de nous-mêmes. Nous ne pouvons pas ne pas accorder du prix et de la valeur à qui nous sommes dans la relation avec les autres. Simplement, cette estime, elle va bouger, elle va osciller selon les circonstances, selon les personnes. On va s'accorder beaucoup de valeur quand nous sommes avec des gens pour lesquels nous avons de l'estime. Et puis, au contraire, avec les gens avec lesquels on n'est pas en affinité, bah, curieusement, c'est souvent là où on va baisser notre propre valeur, où on va plus être en accord avec notre propre comment dire, estime de nous-mêmes. Donc, c'est par définition, comme la confiance, c'est un phénomène qui est labile, c'est un phénomène qui est mouvant. On ne peut pas imaginer un seul instant avoir en permanence de la confiance en soi, et on ne peut pas imaginer avoir toujours de l'estime de soi. C'est pas possible. Ça fluctue avec les événements, ça fluctue avec les personnes que nous rencontrons. Donc, ceci posé, l'estime de soi parle inévitablement à la fois d'un rapport avec soi-même, mais aussi du rapport avec les autres. On est des êtres sociaux, par définition, hein, on ne peut pas exister sans les autres. Donc, cette estime, elle va être relative, c'est-à-dire en relation avec la façon dont nous sommes avec les autres, la façon dont nous échangeons avec notre environnement. Et c'est très important qu'il y ait cette conscience que l'estime de soi, elle ne peut pas être complètement égocentrée, mais elle ne peut pas être non plus complètement altruiste. Certes, nous sommes les uns avec les autres, nous vivons les uns avec les autres, nous sommes dans une permanente interrelation. Pour autant, cette estime de soi, elle va bouger, osciller entre une attention, on va dire, plutôt égocentrée et puis une attention plutôt extérocentrée, c'est-à-dire centrée plus sur les autres, et donc on dirait altruiste. L'estime de soi, ça parle évidemment nécessairement de reconnaissance, et on va voir combien l'estime de soi est reliée à la fois à la reconnaissance, mais aussi à la place que l'on occupe dans le groupe social dans lequel nous existons. Voilà, donc il y a inévitablement des passerelles entre ces différents termes, et ces passerelles parlent profondément de la façon dont nous existons, nous, par rapport aux autres, les autres par rapport à nous. On pourrait dire que l'estime de soi, c'est une sorte de baromètre. Un baromètre sur la qualité ou la nature sociale qui est la nôtre. C'est comment je suis en société, comment je me parle. Ça s'appelle un écho. Ça s'appelle un écho, tout à fait. Nous existons, nous. Merci Joël. Je ne sais plus où j'en suis, donc… La notion de passerelle. Voilà, il y a des mots on va utiliser à la fois essentiellement le mot estime de soi, mais dans l'estime de soi, la reconnaissance, la place occupée, la façon dont nous positionnons les uns par rapport aux autres, tout ça va être évoqué dans cette notion d'estime de soi. Donc, comment je me donne de la valeur, quelle valeur les autres m'accordent, comment je reçois les compliments ou les reproches des uns et des autres, comment je me situe par rapport à ce qu'on me donne, est-ce que je suis plutôt autonome au point de rien demander, est-ce que je suis plutôt extravertie, voilà, tous ces termes-là racontent finalement cette histoire, cette façon d'être en relation et évoque pas simplement une histoire de soi à soi, mais essentiellement une histoire dans laquelle nous avons été baignés, donc notre histoire relationnelle et comment nous avons bâti, comment nous avons construit ce prix que nous nous accordons, cette vigueur, cette valeur
que nous nous reconnaissons ou qu'au contraire, nous avons tellement de mal à nous reconnaître. Parce que c'est ça aussi qu'on regardera, c'est les bugs de l'estime de soi. Qu'est-ce qui se joue lorsque nous avons une faible estime de nous-mêmes? Qu'est-ce qui se dit? Comment nous nous positionnons? Comment le rapport que nous avons à nous-mêmes a des effets sur les autres et comment, du coup, ça nous revient à nous en boomerang. Voilà, j'ai fait quelques mots de présentation, donc tu vas pouvoir… Oui, je t'en remercie. Je vais inviter nos… Nous voyons. Oui, nous nous voyons, ça y est. Sur le côté, ça va faire comme ça, parce que la caméra est là, et là, nous avons un repère sur le côté. Nous vous invitons à poser vos questions en direct, auxquelles Catherine répondra. Allez-y. Et je voudrais juste par rapport à cette présentation qui était sur le qu'est-ce que c'est et comprendre le bug, où est le bug, à ce que Catherine approfondisse peut-être cette notion d'estime par rapport à la confiance. C'est-à-dire, est-ce que nous sommes tous au clair sur où est l'estime et où est la confiance dans notre processus émotionnel? Toujours se souvenir, parce que c'est vraiment un point d'appui précieux, toujours se souvenir que pour être un être de relation, ça passe par être vivant. Ça passe par comment dirais-je, éprouver déjà sa propre nature corporelle. Et il n'y a de relation possible qu'à partir du moment où nous nous sentons exister comme être vivant. Bien sûr que nous sommes des êtres sociaux, il n'y a absolument aucun doute, et on sait bien qu'un enfant qui arrive au monde et qui ne serait pas, comment dirais-je, reçu et accompagné, puis élevé, éduqué, nourri, etc., est un enfant qui meurt. Donc la relation à l'autre est absolument indispensable, qui de toute façon commence par la vie intra-utérine, etc. Toutefois, on le voit bien d'ailleurs parce que ce qui meurt, c'est pas la relation, ce qui meurt, c'est le corps. Et donc, combien la confiance, elle parle essentiellement du rapport que nous avons avec notre existence corporelle. Donc, se fier à notre réalité, se fier à ce que nous faisons comme nous faisons, se fier à comment nous nous y prenons pour vivre, pour éprouver, pour sentir, pour nous exprimer, pour bouger, pour nous mettre à l'abri, pour nous sécuriser, pour nous rassurer, etc. C'est tout ce registre-là qui est finalement notre rapport à nous avec la réalité et notamment avec la matière. C'est ça qui est à l'origine du sentiment de confiance, de pouvoir se sentir en confiance en soi, dans le rapport aux autres, parce que nous nous appuyons en quelques termes sur notre propre expérience. Ça, c'est vraiment un point qu'on a abordé le mois dernier. C'est combien il est important de pouvoir s'appuyer à sa propre expérience, quelle que soit la nature de l'expérience, mais elle est présente, elle est vivante, elle est fiable, cette expérience. Et c'est en apprenant à nous fier à notre propre expérience que nous pouvons, en amont des commentaires, que nous pouvons acquérir un sentiment de confiance, la fameuse confiance en soi, et qui nous permet de nous sentir vivants dans les circonstances dans lesquelles nous existons. L'estime de soi, elle ouvre un autre champ qui est justement le champ du rapport aux autres comme soi et aux autres différents de soi. Et un enfant, quand il arrive au monde, il rencontre d'emblée le comme lui, c'est-à-dire à travers la présence de ses parents, à travers un environnement qui l'accueille, on va dire, dans des conditions en tout cas saines et dans lesquelles l'enfant est effectivement accueilli. Il apprend, au-delà de la vie intra-utérine, il apprend à comment être en rapport, c'est-à-dire autant dans la vie intra-utérine, il est relié, c'est-à-dire qu'il n'a pas à apprendre le rapport est, il existe, et c'est grâce à ce rapport qu'il est cette relation
qu'il vit, une fois qu'il est sorti du ventre maternel, il a à apprendre quelque chose qui est de comment être en rapport avec un environnement qui est changeant, qui est variable, qui donne à manger ou qui peut ne pas donner à manger, qui touche, qui caresse ou qui peut brusquer. Donc, c'est tout cet apprentissage qui va être déterminant dans le rapport que l'on a avec sa propre existence, c'est-à-dire quelle place j'ai dans le milieu social dans lequel je suis, quelle importance m'est accordée par l'environnement et quelle reconnaissance m'est donnée par l'environnement. Et évidemment, en écho de ce qui est reçu, il y a comment moi-même je me manifeste, quelle attention je porte à ma propre existence. Tout ça n'est pas conscient, tout ça n'est pas réfléchi, mais tout ça est néanmoins mobilisé pour répondre aux besoins relationnels que l'on a, que l'enfant a avec son entourage. Ça peut paraître assez lointain par rapport à ce qu'on entend volontiers raconter sur l'estime de soi, avoir une haute estime de soi, une bonne estime de soi, se considérer comme quelqu'un d'important, etc. Mais évidemment, il faut bien entendre que cette construction, une fois qu'on est adulte, elle s'est faite dans les tout premiers temps de la vie, dans la vie intra-utérine à coup sûr, mais aussi dans le rapport que nous avons eu avec nos proches et comment nos proches nous ont accordé de l'importance pour que nous puissions faire l'expérience de ce que c'est que cohabiter, de vivre les uns avec les autres et comment nous pouvons construire cette vigueur, on va dire, cette santé intérieure dans la relation avec l'autre à partir de des premières expériences. Et j'insiste sur le mot parce que c'est vraiment important, le mot, c'est qu'à le dire, important, c'est comment nous sommes importants pour les autres. C'est quelle importance les autres nous ont accordée. S'ils nous ont accordé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'importance, on peut imaginer qu'on aura une estime de soi à fond les ballons, à bloc, etc. C'est pas si simple que ça. Parce que certes, on aura reçu beaucoup d'importance, mais est-ce que ça veut dire pour autant que l'on va soi-même s'accorder de l'importance? C'est pas si sûr, c'est même rarement le cas, puisqu'on voit combien des enfants qui ont été à la fois baignés d'amour, de soutien, d'aide, de reconnaissance, de valorisation, c'est formidable ce que tu fais, ton dessin est merveilleux, etc., ne sont pas du tout des enfants qui auront confiance en eux et qui auront une estime pour eux, puisque tout ça leur venant de l'extérieur, ça ne leur a pas permis forcément de construire de l'intérieur cette reconnaissance et ce sentiment d'importance. Donc, ça c'est vrai quand il y a un excès de valorisation de l'extérieur, et évidemment quand il y a un défaut de valorisation de l'intérieur, eh bien ça peut donner soit une sensation chronique, on va dire, de fragilité en termes de l'estime de soi, mais ça peut aussi, curieusement, enfin pas curieusement, mais en réactivité, renforcer et donc booster la personne qui, j'ai pas reçu, mais moi je vais me donner, je vais m'en donner un maximum. Donc, c'est important de savoir ce qui s'est passé dans les premiers temps, non pas parce que ça va déterminer notre projet de vie, mais parce que ça va éclairer comment nous sommes en rapport et comment nous arrivons à créer un équilibre entre ce que nous recevons et ce que nous donnons. Et ça, c'est fondamental. Fondamental. Alors, bravo, belle écoute résonante, merveilleux. Il n'y a pas de questions particulières jusqu'alors. Jusqu'à présent. Il y a Nathalie qui surligne quelque chose que tu nous as exprimé. Nous ne pouvons pas ne pas nous fier. C'est ça, j'adore. Moi aussi. Et elle adore. Donc, nous ne pouvons pas nous fier. C'est-à-dire que c'est la chose la plus importante, c'est sur quoi nous portons attention. Si je rentre dans une pièce et que toute mon attention est focalisée sur comment les autres me regardent, inévitablement,
ça n'aura pas les mêmes conséquences, les mêmes effets que je rentre dans une pièce et je regarde dans l'environnement quelles sont les personnes que je connais, s'il y a de quoi manger, si j'ai soif, ou si il y a de la boisson, etc. S'il y a de la musique, si voilà la chaleur ambiante et évidemment très traditionnellement les personnes avec lesquelles je peux me sentir en affinité. Il y a un côté très instinctif dans ces mécanismes. Ce ne sera pas la même conséquence selon que je pars de moi et donc à quoi je me fie en moi qui fait faire les autres, ou bien au contraire commencer à élaborer tout un, comment dirais-je, un discours intérieur et porter mon attention sur ce que je pense être le regard des autres à mon égard. Ils me regardent pas, ils me sourient pas, et donc là, tous les pas qui peuvent s'enchaîner, ou alors ils me regardent de travers, ils trouvent que je suis mal habillée. Voilà, donc il y a déjà dans cette notion d'estime de soi et cette notion de prix, de valeur accordée à sa propre existence, il y a déjà un point fondamental qui est à quoi je me fie. Est-ce que je me fie à ce que je perçois ou est-ce que je me fie à ce que je me représente que les autres sont censés voir chez moi? Donc, c'est déjà un point très important. Puis, il y a un autre élément qui est à travers justement cette construction, quelle habitude j'ai créée, qui fait que du coup j'ai des tas de connexions au niveau du cerveau, quelle habitude j'ai créée et qui va du côté du rapport que j'ai avec les autres, comment je m'y prends pour créer cette relation. Est-ce que je m'approche d'eux? Est-ce que j'attends qu'ils viennent me voir? Est-ce que je vais d'emblée donner quelque chose pour, entre guillemets, me créer une place? Est-ce que je vais au contraire rester dans mon petit trou de souris? Enfin, c'est comment je suis en relation, comment je fabrique finalement cette estime de moi dans la relation avec les autres. Et c'est vraiment une histoire il y a une construction, c'est-à-dire c'est pas l'estime de soi, c'est pas quelque chose qu'on a définitivement, c'est quelque chose qu'on a à construire chaque jour, comme la confiance. Il n'y a pas de confiance qui serait installée une fois pour toutes. Et au contraire, il y a à apprécier comment nous nous y prenons pour construire, consolider, exprimer. Et c'est beaucoup dans évidemment, donner-recevoir. C'est qu'est-ce que je donne, qu'est-ce que je reçois, comment je reçois ce qu'on me donne, est-ce que je le reçois, est-ce que je ne le reçois pas, qu'est-ce que je donne pas, parce que si jamais c'est mal reçu, je vais éviter de donner. On est d'emblée dans ce rapport et le rapport passe énormément par un système d'échange. Donc, donner, recevoir, dis-tu. Oui. C'est-à-dire estimer ce qui se passe dans ce don, c'est-à-dire que si quelqu'un me donne telle chose, je vais lui donner quelque chose du même style. Est-ce que c'est absolument, bien ça que tu veux dire? Tout à fait, parce qu'il y a dans cette façon d'être en relation, c'est quelque chose qui est échangé, et dans ce qui est échangé, c'est à la fois c'est comment je suis présent et est-ce que je suis présente véritablement, est-ce que je cherche à m'effacer, comment je suis présente, comment je suis absente aussi, c'est-à-dire je peux m'absenter, je peux être là, et donc c'est cet échange qui va avoir lieu à partir d'une présence ou d'une absence, mais c'est aussi les gestes, c'est comment je me comporte, est-ce que je regarde, est-ce que je m'approche, est-ce que je vais toucher, est-ce que je vais au contraire rester les bras croisés, et donc c'est quels sont mes gestes qui font que je vais avoir une meilleure compréhension de comment je suis en relation. Les mots aussi que j'utilise, c'est comment je parle et comment j'écoute, comment je m'exprime et comment j'écoute. Évidemment, ça peut aussi être des échanges d'objets. C'est qu'est-ce que j'amène, qu'est-ce que je donne, est-ce que j'accepte ce qu'on me donne. Voilà, donc le donner-recevoir est vraiment un élément fondamental et nous sommes naturellement tous
concernés par ce mouvement qui fait suite finalement au mouvement corporel qui fait que nous nous adaptons dans un monde qui bouge. Là, il y a aussi un mouvement, mais ce mouvement, il est relationnel. Et donc, à nous de regarder comment nous donnons, comment nous recevons, et quand nous recevons, comment nous rendons, et puis aussi comment nous demandons, est-ce que nous demandons, est-ce que nous n'osons pas demander, et donc il n'y a d'estime que parce qu'il y a des actions qui sont, comment dirais-je, qui sont faites, des actions qui sont faites, je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas, nous agissons, il y a des actions, et ce sont la nature et la qualité de ces actions qui vont nous renseigner sur la fameuse estime de nous-mêmes. Exactement comme pour la confiance, on ne peut pas ne pas se fier, mais sur quoi posons-nous notre attention? De la même manière, l'estime de soi, eh bien, l'estime, elle est à comprendre à travers ces échanges, à travers ces mouvements qui se font entre soi et l'autre, et entre l'autre et soi, et qui sont du registre des objets, cadeaux, échanges, trocs, etc. qui sont faits. La nature des mots qui sont utilisés, est-ce que on a une parole qui est fondée sur notre expérience ou au contraire qui est fondée sur nos rêves, nos attentes, nos projections, etc. Sur les gestes que nous avons, c'est comment nous parlons. Est-ce que nous sommes plutôt en retrait? Est-ce que nous sommes plutôt en avant? Est-ce que nous regardons les gens? Voilà, c'est tous ces gestes du corps qui font dire que nous passons notre temps à envoyer des messages, des micro-messages, comme on dit, des micro-signaux, mais qui disent aux autres quelque chose de notre présence ou de notre absence, ou évidemment des habitudes défensives que nous avons. Je me fais discret, c'est comme si j'étais pas là, ou au contraire, moi j'existe, je coupe la parole parce que mon histoire est quand même nettement plus intéressante que la vôtre, ou au contraire d'évitement, de sourire ou d'humour, etc., qui permettent d'être là, mais avec la possibilité de s'échapper à chaque instant. Donc, l'estime de soi doit être compris à partir de ces échanges et à partir de ces actions que nous avons les uns avec les autres. Sinon, nous ne pouvons pas comprendre la nature même de l'estime de soi si nous ne prenons pas en considération les actions, les stratégies, les habitudes comportementales et mentales que nous mettons en œuvre dans la relation avec les autres. C'est ça qui nous indique et qui va nous permettre de préciser la nature de cette estime de soi. Si nous avons effectivement, et nous avons tous besoin de reconnaissance, d'identité, bien sûr, je n'ai pas encore prononcé le mot, mais tout ça, ce sont des histoires d'identité. Eh bien, pour pouvoir répondre à ce besoin d'identité, ce désir d'estime que nous avons, ce qui va nous aider à en prendre la mesure, la santé, j'ai envie de dire, le fameux baromètre, c'est au travers des comportements qui sont les nôtres avec les personnes avec lesquelles nous coexistons. Et comment il y avait ce livre qui était Comment se faire des amis. Oui. Je ne me souviens plus je dis bonjour à ma fille qui vient d'arriver. Bonjour ma chérie. Comment se faire des amis en 10 minutes ou un truc comme ça, Quelque chose comme ça, je n'ai plus Il y a un livre qui a marqué. Ah, Dale Carnegie. Ouais. Et qui dit avec une extraordinaire simplicité, c'est pour être intéressant, intéressez-vous aux autres. Bah, évidemment, ça dit quelque chose de comment je me comporte, comment j'échange, et que pour pouvoir devenir important pour l'autre, peut-être que le meilleur moyen, c'est que l'autre devienne important pour nous. Et donc là, on est bien dans cet échange et dans ce donner, recevoir, restituer ou rendre quand on a reçu, et évidemment la qualité de la demande. Est-ce que je demande, est-ce que je ne demande pas, voilà. Donc c'est vraiment ces actes qui vont nous donner une meilleure compréhension du phénomène, j'ai envie de dire, de l'estime de soi. Est-ce que alors,
Ah, une question, mais quand même, je voudrais approfondir ce point. La logique émotionnelle, est-ce que nous sommes dans le domaine psychologique pur? Est-ce que c'est une technique psychologique comme une autre? Ou ce que j'en ai compris, moi, pour avoir été formée par toi pendant des années, je fais un peu mon trublion, c'est en quoi nous pourrions distinguer, ou de quoi parle plus profondément la logique émotionnelle? Alors, il y a deux choses qui peuvent répondre à ta question. Il y a la première, c'est que le corps est complètement engagé dans ce partage et dans cet échange. Et c'est pour ça que je parle autant de gestes, de mots, parce que les mots, c'est une vibration, hein, c'est pas juste, ça veut dire quelque chose. Et que je parle de présence. Donc, pour comprendre cette interaction, la logique émotionnelle permet d'entendre combien le corps est profondément engagé dans cette interrelation. Et combien être en relation, c'est pas juste deux individus qui se rencontrent comme ça, c'est deux individus qui sont porteurs d'une forme d'énergie, d'une façon d'être ouvert ou fermé, et qui vont se rencontrer. Et donc ça, c'est vraiment un point extrêmement important. L'autre point, c'est de prendre en considération que la logique émotionnelle permet de réaliser combien nous sommes, que l'estime de soi naît au sens naissance d'un désir de présence, d'un désir d'échange qui existe à l'intérieur même de la moindre de nos cellules. Toute cellule est d'emblée en échange avec son environnement. Et nous ne faisons pas, nous sommes un paquet de cellules, de milliards de cellules, mais ça ne change rien au fait que nous sommes naturellement en échange avec notre environnement. Et avant d'être une histoire psychologique, c'est-à-dire avant de se considérer comme moi je suis timide et donc c'est normal que je ne parle pas beaucoup aux gens et que j'attends qu'ils viennent me rassurer sur le fait que je peux leur parler, qu'on pourrait relier à une faible estime de soi par exemple. La logique émotionnelle permet de le comprendre dans un tout autre registre, c'est-à-dire presque pratiquement à l'envers, qui nous donne à entendre que le désir de reconnaissance, le désir identitaire que j'ai et que je porte, que j'incarne, c'est ça qui me fait avoir certains comportements qu'on peut qualifier de timides, et que donc mon comportement n'est pas comment dirais-je, n'est pas déclenché par le comportement de l'autre, il est déclenché par le désir que j'ai moi de répondre à mes besoins initiaux, mes besoins identitaires dans la situation. En fait, ce que nous regardons, c'est que en logique émotionnelle, l'identité, l'estime de soi se fonde sur deux polarités différentes. Une polarité qu'on pourrait qualifier de plus statique, en tout cas de plus grégaire, c'est tout ce qui concerne la préservation du lien et donc l'appartenance. Et la polarité inverse, c'est au contraire de parvenir à se détacher de ce côté grégaire au profit d'une façon de se différencier du groupe ou des personnes avec lesquelles nous existons. Et donc, l'estime de soi, c'est quelque chose qui se crée dans cet échange de polarité, on peut dire, entre appartenance et différence, entre la dimension grégaire plus conservatrice et la dimension plus autonome de la différence, et que ces deux polarités créent une sorte de danse ou d'alliance. Idéalement, le curseur devrait être au centre, qui fait que dans une situation, ou même idéalement dans toute situation, nous devrions être capables de répondre à un désir de conservation et d'appartenance comme à un désir de différence, c'est-à-dire je suis différent à l'intérieur du groupe dans lequel je suis et avec ma différence, je suis capable de me relier aux autres. Donc c'est cette alliance-là qui va qualifier, on va dire, et préciser la nature de l'estime que l'on peut avoir de soi-même.
à partir du moment où nous entendons que nous sommes charnellement inspirés vers l'identité, exactement comme dans le corps. Je suis médecin et donc moi je me réfère beaucoup au système biologique. Il y a une cellule initiale, puis après il y a un travail de différenciation, et donc les cellules du foie vont se regrouper entre elles, et puis à côté il y aura les cellules de l'estomac, c'est pas les mêmes. Si jamais ça se mélange, c'est une catastrophe. On pourra pas vivre. Et donc ce système d'alliance, conservation statique, regroupement grégaire, et le système d'appartenance, de différence, cohabitent, et c'est à nous de réaliser comment ça cohabite. C'est le point essentiel, c'est comment je me suis construit, comment je suis construit, comment je me construis, et comment je bouge dans ces deux polarités. Et donc, l'estime de moi-même sera le fruit, sera la conséquence de cette alliance avec les autres. Tant que nous considérons que l'estime de soi est dépendante de la façon dont les autres nous regardent, ou dépendante de ce que nous ont donné nos parents, nos enseignants, etc., malheureusement, nous nous limitons et nous n'entendons pas, et c'est vraiment la singularité de la logique émotionnelle, nous n'entendons pas l'appel organique, l'appel existentiel, le désir d'existence dans la relation qui existe à l'intérieur de chacun, et comment il s'est construit et comment nous pouvons le faire évoluer, évidemment, selon les situations que nous rencontrons. Alors, il y a deux questions qui vont dans ce sens, mais qui cherchent à affiner. Donc, Lou demande, est-ce que ça peut vouloir dire que cette estime peut être perçue par l'autre, l'estime que je me porte? Est-ce que l'autre le perçoit en fonction de qui vient vers moi ou pas? Il n'y a absolument aucun doute sur le fait que ce soit la confiance ou l'estime de soi, comment dirais-je, l'état de présence que ça opère, on va dire, à l'intérieur de soi, les conséquences du ressenti que nous avons du fait de cette qualité d'estime va trouver sa résonance, on va dire, par les gens qui vont, pour les uns, s'approcher parce que voilà, ils vont sentir des affinités, on va dire, avec avec cette vibration. Pour d'autres, ça peut être un peu plus neutre, mais de toute façon, c'est perçu. C'est perçu parce que nous sommes des êtres qui fonctionnons beaucoup plus sur un mode intuitif et sur un mode de résonance que sur un mode d'intelligence et de raisonnement. Le raisonnement, c'est l'habillage. Mais avant de s'habiller, nous sommes d'abord un corps nu. Et donc, cette nudité qu'on peut qualifier de vibratoire, à travers des gestes, à travers des regards, à travers une façon de parler, etc., elle est perçue de façon le plus souvent très fine, sans même que nous ayons conscience de ce que nous percevons. Donc oui, Lou, oui, tout à fait. Et Bernadette s'interroge. Si l'estime de soi vient de notre relation avec les autres, l'autre est donc important. Donc nous devons bien choisir l'autre. Et si l'autre nous mésestime, comment existons-nous? Alors, c'est important cette question, c'est-à-dire que, merci, c'est-à-dire que dans la formulation, ça donnerait à croire que nous sommes dépendants du regard de l'autre, et donc que puisque l'autre est important, puisque nous ne pouvons pas être sans autre, du coup, nous serions complètement dépendants de l'autre. Ce que je disais en tout début de cette conférence, c'est le fait que l'estime de soi est égocentrée et altruiste. Et donc, c'est cette alliance entre ce que je m'accorde à moi-même, c'est comment je suis, ce que j'échange, ce que je donne, mon histoire, ma sensibilité, ma vision, mon expérience, et le retour de l'autre, c'est-à-dire comment l'autre me regarde.
si on laisse une place, on va dire, démesurée au regard de l'autre, ça peut effectivement ébranler notre estime de nous-mêmes. Mais je trouve que c'est très, très intéressant de rencontrer des gens qui portent sur nous un regard qu'on peut qualifier de mésestime, parce que grâce au regard de l'autre, c'est un peu délicat, mais du coup, nous avons le choix entre je me laisse déstabiliser par l'autre et puis plutôt que d'être déstabilisé sur un temps, je vais laisser cette instabilité s'installer et donc tout faire pour que l'autre me voie d'une façon positive. Mais nous pouvons aussi entendre que l'autre est une sorte de challenge de ma capacité à tenir face à lui dans ma posture, dans mon histoire, dans une dame qui me racontait ce soir que elle avait, dans le cadre de son travail, été amenée à faire tout un dossier et que malgré ses multiples demandes d'aide, elle n'avait pas reçu d'aide, voilà, donc elle avait été très seule à faire ce dossier. Et puis, le jour où ce dossier a été présenté, ce qu'elle a reçu, c'était des phrases comme mais pourquoi tu as écrit ça? Mais c'était pas ça, mais tu aurais dû demander à un tel, il avait d'autres choses à te donner, etc. Et ce qu'elle racontait, c'est que dans un premier temps, elle a senti vraiment profondément un effondrement intérieur, comme si, ce sont ses mots à elle, tout son château s'écroulait, parce qu'elle était quand même très fière de ce qu'elle avait fait. Et elle a laissé passer l'épreuve sensorielle que généraient de telles accusations ou de tels reproches. Et puis, une fois qu'elle s'est laissée traverser par cette sensation d'ébranlement, elle a vu qu'intérieurement, elle se redressait. Et à partir de ce redressement, plutôt que de chercher à se défendre, qui était sa tentation habituelle, elle la connaissait bien, et de reprocher aux autres quand même de l'avoir laissé tomber, ce qu'elle a fait, c'est de dire vous avez raison, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai pu faire avec les moyens qui m'ont été donnés. Je suis d'ailleurs assez fière d'avoir quand même réussi à terminer ce dossier compte tenu du temps que j'ai eu et compte tenu de l'absence totale de soutien que j'ai reçu. Et donc, j'ai pu faire cela et je suis déjà quand même très, très fière d'avoir pu le faire. Et elle me dit, c'était incroyable parce qu'au fur et à mesure que je parlais, je me sentais mieux, mais surtout, les gens ont commencé à bouger. Des gens ont dit, bah oui, c'est vrai, c'est déjà vachement bien, merci de l'avoir fait. Elle dit, ça a complètement changé comment dirais-je, l'ambiance de la réunion, tout simplement parce qu'elle s'est, elle me dit, contentée de s'appuyer sur ce qu'elle avait fait et donc de donner de la valeur à ce qu'elle avait fait et qui n'était, elle le savait très bien, qui était tout à fait imparfait, et d'assumer cette imperfection et d'assumer que c'est ce que j'ai fait comme j'ai fait et c'est ce que j'ai pu faire avec les moyens qui étaient les miens. Elle me dit, mais c'est une phrase, mais je devrais me la rappeler tous les jours, tellement elle m'a fait du bien et tellement les autres ont entendu quelque chose que jusqu'à présent je n'avais jamais dit, puisque la façon dont je m'exprimais, c'était soit par la lutte, en les accusant de « vous m'avez laissé tomber, vous êtes immonde, etc. », soit par l'humour qui était de « oui, bon, on s'en fout, c'est pas grave », ou je sais pas quoi, soit au contraire dans la plainte, qui était aussi un de ses habitudes, la plainte de « j'en ai marre, personne ne me comprend, je suis fatiguée, je vais mettre un arrêt de travail », etc. Et donc, qui sont des modes défensifs de l'estime de soi, éviter, lutter et se replier, sont des modes défensifs de l'estime de soi, sont des façons de répondre par la plainte, par la forme de reproche ou par l'évitement. Ce sont des façons de répondre à l'estime de soi parce qu'on ne peut pas échapper à cet impératif d'estime de soi, d'identité, de reconnaissance. On ne peut pas y échapper, mais on peut effectivement chercher à la défendre par des moyens. Cette personne, après avoir absorbé le choc que lui a fait ce retour, a pu, à un moment donné, se redresser et dire, ben voilà, c'est ce que j'ai fait avec les moyens qui étaient les miens et j'en suis fière.
Alors, je vais ramener un tout petit peu en arrière. Laurence qui essaie de comprendre plus cette oscillation entre l'aspect sécuritaire de soi et le désir d'être en lien. Avec cette notion peut-être de polarité ou de conflit. Entre l'envie d'être en lien et l'aspect sécuritaire de soi. Les mots qui sont employés. L'aspect sécuritaire de soi, il concerne vraiment beaucoup plus la confiance en soi. La confiance en soi n'est pas forcément une façon de répondre aux liens. Je sais qu'on parle de sécurité affective, notamment pour les enfants. C'est un mot qui, du coup, vient un peu nous troubler, puisque où se situe la sécurité? C'est-à-dire, est-ce que c'est dans celle que le parent, en tenant l'enfant dans les bras, en lui chantant une chanson, etc., rassure l'enfant, mais à ce moment-là, c'est l'enfant qui se sent en sécurité en recevant ces informations, et que en recevant ces informations, l'enfant se sent bien, il peut se détendre, etc., et favoriser à partir de là une aisance, pas forcément du lien, mais qui fait qu'il peut se détendre et qu'il peut se sentir en confiance. Le lien, c'est vraiment d'une autre nature. Le lien, il y a quelque chose, j'insiste là-dessus, c'est vraiment important. Le lien dit quelque chose de l'échange. Il ne dit pas quelque chose de la sécurité affective. Dans le lien, il y a vraiment un échange. Et on le voit bien d'ailleurs chez les tout petits enfants, quand petit à petit, ils apprennent quelque chose dans la relation avec le parent qui font qu'ils vont imiter le parent. Alors, ils imitent par le sourire, ils imitent par le babil, ils imitent par les mots, en grandissant, etc. Et donc, on est bien dans un système d'échange. Je donne, je reçois, je rends, je demande, etc. On est dans ce système d'échange. Et c'est dans cet esprit-là que se construit le lien à travers l'échange. La sécurité affective ne parle pas de lien, elle parle d'un état de confiance, d'un état de bien-être, de se sentir à la fois libre de ses mouvements et à la fois en sûreté dans l'environnement, que ce soit l'environnement affectif ou l'environnement matériel. Le lien, en revanche, parle vraiment de cette qualité d'échange, de ce qu'on évoquait depuis le début, de je donne, je reçois notamment. Et là, effectivement, on est au cœur de l'identité, on est au cœur du lien. Alors, le temps passe. Donc, est-ce que nous approfondissons quelque chose que tu as évoqué, comment nous défendons notre estime par certains modes? Évidemment, l'utroplie. Est-ce que nous approfondissons cette partie-là ou ça pourra faire l'occasion d'un autre live spécifique? Peut-être qu'un jour, on pourra vraiment faire une conférence sur les mécanismes défensifs. C'est ça. Et leurs liens et leur enchaînement. Avec les polarités. Avec les polarités, très, très volontiers. Il me semble que là, nous sommes plus sur ce mécanisme, on va dire, d'estime de soi, l'importance de la qualité du lien, l'importance de l'échange, de la qualité de l'échange, de ce qui se joue finalement dans la relation. C'est-à-dire la relation, c'est ce qui relie. Et donc, c'est comment nous sommes reliés et comment nous nous relions. Et notamment au travers de cette notion d'avoir de l'importance pour soi-même et pour les autres. Je dis pour soi-même parce que j'entends souvent dans les entretiens cette notion de il faudrait peut-être que je me mette en priorité. Et donc, comme si la personne réalisait qu'elle peut aussi s'accorder, se donner à elle-même alors que le mot don est très souvent vécu uniquement sur un mode déjà de gratuité, ce qui est insuffisant, mais surtout de donner à l'autre. Et c'est insuffisant. Mais il me semble que c'est plus important peut-être de rassembler tout ça dans comment construire une juste estime de soi,
dans la relation à l'autre. Une juste estime de soi ne peut se faire que dans la relation à l'autre. Tout seul, Robinson Crusoe, l'estime de soi n'a aucun intérêt sur une île déserte. Et l'estime commence avec la rencontre avec Vendredi. Voilà, sinon, Robinson, pauvre vieux, il n'a absolument pas besoin, il a besoin de confiance, ça c'est sûr, mais il n'a absolument pas besoin d'estime de lui-même sur une île déserte. Et donc, qu'est-ce qui va favoriser l'estime juste de soi dans la relation avec les autres? La première, c'est évidemment de connaître au plus près sa propre logique émotionnelle, c'est-à-dire que d'entendre que nous avons une sorte de carte émotionnelle. Quand je dis carte émotionnelle, c'est qui est finalement très proche de la carte d'identité. Cette carte émotionnelle, c'est comment, grâce aux émotions, je me comporte dans la relation avec les autres. Et c'est une véritable carte d'identité. Et c'est à la fois, nous avons un même code génétique qui est un certain nombre de possibilités de réponse dans l'espace relationnel, mais surtout, nous construisons notre propre carte d'identité émotionnelle, notre propre carte émotionnelle. Elle se construit et on passe notre temps à la modifier, à l'enrichir, à la singulariser, etc. Et donc, la première chose, c'est vraiment pour l'estime de soi, c'est connaître, se connaître et surtout connaître la singularité, la spécificité de notre logique émotionnelle. Nous avons tous un mode de logique émotionnelle et mieux nous la connaissons, mieux nous la reconnaissons, mieux nous l'assumons, mieux nous voyons comment nous agissons dans la relation qui peut être pour les uns une autonomie exacerbée, pour les autres au contraire un lien toujours renouvelé qui fait que nous donnons en permanence pour être sûr de garder le lien, etc. Peu importe. Une chose est sûre, c'est l'importance de la connaissance de son propre modèle, sa propre carte émotionnelle et au-delà de tout jugement, ou en amont de tout jugement, non seulement à la connaître, non seulement à la reconnaître, mais avoir de la bienveillance et de la reconnaissance parce que ce mode émotionnel, c'est quand même ce qui nous sauve la peau et ce qui nous permet d'être en lien avec notre environnement. Donc, la moindre des choses, c'est d'avoir vis-à-vis de notre propre logique émotionnelle un regard de bienveillance. Le deuxième point, c'est de s'accorder du temps pour regarder comment nous sommes en lien. Non pas pour juger, mais pour regarder si ça se fait en équilibre, et notamment dans ces fameux échanges du donner-recevoir. C'est comment nous nous y prenons. Et donc avoir une connaissance beaucoup plus fine sur les habitudes comportementales et mentales qui sont à l'origine de nos ressentis, puisque nous ne pouvons pas échapper au désir d'avoir une identité et au désir d'estime. Et donc, la moindre des choses, c'est déjà de regarder comment nous nous y prenons, qui fait que du coup, nous nous connaissons mieux et nous pouvons avoir beaucoup de reconnaissance vis-à-vis de nos parents, de nos enseignants, notre fratrie, etc. Parce que c'est avec eux que nous avons pu nous construire. Donc, même s'ils se sont conduits de façon, mon père n'était jamais là, ma mère avait toujours autre chose à faire, etc. Bref, ils sont comportés comme ils sont comportés. Mais nous pouvons avoir vraiment beaucoup de reconnaissance parce que avec eux, nous avons beaucoup appris et donc nous pouvons estimer, donner de la valeur à la façon dont nous nous en sommes sortis finalement et la façon dont nous nous sommes construits. Une autre façon d'avoir de l'estime pour soi, c'est d'oser verbaliser, mettre des mots sur nos comportements, sur nos sensations, sur nos ressentis, regarder ce que nous faisons et comment nous le faisons, ce que nous aimons, etc. Et le verbaliser, y mettre des mots. C'est pas juste le constater et puis dire oh là là, il faut que j'arrête de. Non, c'est déjà de mettre des mots sur comment nous nous y prenons déjà. C'est absolument fondamental. Une autre lecture, c'est de s'accorder
non seulement le droit, mais la possibilité même que notre vie soit composée de réussites et d'échecs. Curieusement, la plupart des gens qui ont échoué disent volontiers que l'échec leur a beaucoup plus appris que la réussite, parce qu'une fois que c'est réussi, on ne va pas chercher à regarder comment on s'y est pris pour réussir. En revanche, quand on a échoué, on a enfin l'opportunité de regarder comment on a échoué et qu'est-ce qui fait qu'on a échoué. Et ça, c'est très important parce que grâce à ça, nous apprenons quelque chose. Et donc, l'estime de soi va passer par une appréciation de l'échec comme étant une source d'enseignement, souvent plus intéressant que la réussite. On s'imagine que pour avoir de l'estime de soi, il faudrait réussir sa vie, genre Rolex à, je ne sais plus, 40, 50 ans. Je crois que c'est 50. 50, je bon, sais, enfin bref, Rolex. Sûre. Non, c'est une erreur. L'estime de soi ne se construit pas à coup de réussite. L'estime de soi se constitue à court d'exploration sur comment je m'y prends pour exister avec les autres. Et donc, l'échec est une source d'apprentissage beaucoup plus intéressante que la réussite. Parce qu'une fois qu'on a réussi, franchement, on cherche la réussite suivante. Il y a un effet drogue dans la réussite. Donc, apprécier ces échecs, les prendre en considération, apprécier ses capacités autant que ses limites, c'est-à-dire que c'est pas l'estime, c'est genre gonflette, j'ai des capacités, je suis le plus fort, la plus forte. Non, c'est l'estime de soi se compose aussi de nos propres limites et nous permet d'évaluer justement la santé, c'est-à-dire l'équilibre qui nous habite. Et donc, comme l'échec, la limite doit impérativement faire partie du processus d'estime de soi. Et moi, j'aime bien inviter les personnes qui ont eu des blessures comme ça d'estime d'elles-mêmes parce que une forme d'éducation, mais aussi une façon de se construire au travers d'une mésestime de soi, parce que la mésestime de soi est aussi un modèle d'estime de soi en mode faible, mais on ne peut pas échapper à l'estime de soi, mais il y a des estimes qui se font sur un mode faible qui peut paraître insuffisant. Eh bien, une des façons de rétablir une forme d'équilibre de l'estime de soi, c'est de prendre un petit carnet et d'écrire, pas forcément de décrire, mais au moins d'écrire chaque jour. Alors moi je dis 6, certains disent 3, mais en tout cas un minimum de 3 actions, j'insiste, qui vont dans le sens de cette restauration, de cette présence de l'estime de soi et de la façon dont nous nourrissons notre estime de nous-mêmes. Donc, un minimum de 3, 6 c'est encore mieux, sur un petit carnet qui pourrait être son carnet d'estime, son carnet d'identité, son carnet de connaissance de soi, peu importe le mot, ou carnet de l'importance d'être cet être que nous sommes. Et donc, de trouver chaque soir, chaque jour, un minimum de 3 situations, de 3 comportements, de 3 actions qui sont évidemment dans le sens du lien et évidemment dans le sens de la relation. Donc, 3 expériences que nous avons vécues et qui sont en rapport avec notre façon d'être en lien et qui ont généré chez nous un sentiment de satisfaction ou d'estime. Et surtout, dans ce petit carnet, il ne doit, et vous évitez, vraiment ça va vous demander peut-être un effort, mais évitez tout commentaire. Oui, mais j'aurais pu, oui, mais l'autre. Non, dans ce carnet d'estime, l'autre n'est pas là, et il n'y a aucun commentaire, il n'y a aucun je devrais, j'aurais pu, il aurait fallu que. Non, c'est voilà ce qui s'est passé, voilà ce que j'ai fait, et le résultat, c'est un sentiment de satisfaction, de fierté, peu importe. Et c'est tout. Et donc, c'est voilà, 3 ou 6 petites perles comme ça que vous vous accordez à vous-même. Et le carnet ne doit, souvenez-vous, rien à voir avec le retour des autres
mais tout à voir avec comment vous vous y êtes pris, vous, dans ce rapport à l'autre. C'était Mère Teresa qui disait ce que tu fais n'est peut-être pas important, mais c'est important que tu le fasses. Donc voilà, notez ce que vous faites. Alors, une dernière question, peut-être Lisa qui va peut-être lui apporter à elle quelque chose de concret par rapport à ce que tu viens d'exprimer. C'est ces fameuses personnes qui sont tout le temps en train d'avoir cette notion d'avoir raison, d'être important d'avoir raison, et qu'elles trouvent, Isa, que au contraire, on dirait qu'il y a comme une mésestime d'eux-mêmes dans cet excès. Il n'y a aucun doute. C'est quand on en fait trop, c'est qu'il y a un manque quelque part. Donc, en même temps, le trop, on va dire le trop plein, est une façon de se rassurer sur le fait que on s'entend plus exister, avoir plus d'importance, avoir plus de place, avoir plus de sentiments de puissance, hein, en rajoutant. Et donc, il y a incontestablement quelque chose qui rassure, mais qui en même temps nous entretient la peur d'être démasqué ou ce fameux sentiment d'imposture, hein, qu'on peut avoir, c'est-à-dire on en fait tellement que du coup ça entretient un sentiment d'imposture. Donc oui, c'est juste, c'est des personnes qui sont beaucoup dans le non mais moi je, qui vous coupent la parole, le fameux moi je, qui fait qu'il y a une redondance sur le moi, témoigne d'une construction de l'estime de soi un peu fragile, mais fragile, un peu planqué derrière une apparence. Oui, quelquefois, on aimerait bien pouvoir dire à ces gens, mais tu n'es pas tant, etc. Sauf que ça passe par là. Donc après, ça va passer par un autre, presque une autre conférence pour regarder qu'est-ce qui se passe finalement au plus profond et surtout comment être en rapport avec ce type d'individus qui sont hommes ou femmes et qui sont dans cet excès d'estime qui est, c'est comme l'habillement dont on parlait tout à l'heure. C'est un habillement avec un excès d'estime. Voilà, donc il y a beaucoup de médailles. Bon, c'est important aussi les médailles. Donc Catherine vient de vous inviter dans cette dernière partie en vous donnant des clés, des étapes à construire quelque chose autour de la justesse, de la juste estime en lien de soi en relation avec les autres. Donc, allez-y. Et puis, il y a d'autres manières d'approfondir encore, qui est passer par l'expérience, l'expérientiel. Et nous avons construit des modules à cet effet que vous pouvez trouver sur le site de la logique émotionnelle et que vous pouvez trouver également sur la page sur laquelle vous êtes. Et puis, poser des questions également. La prochaine date, allez, je fais de la promo. Oui, bien sûr. Le prochain week-end, 3 jours vont être consacrés, pas ce week-end, mais le week-end d'après, à l'émotion quand c'est plus fort que moi, c'est-à-dire les fondamentaux. Comment est-ce que vous pouvez aller goûter qu'est-ce que cette émotion qui vous déborde parfois? C'est des fondamentaux, ils répondent au premier pas de se connaître sa propre logique émotionnelle. C'est cela. Après, vous avez toute une palette d'autres conférences de Catherine sur le site, de textes, d'écrits. Vous pouvez vous inscrire à l'infolettre où tous les mois, vous aurez soit Catherine, soit d'autres praticiens formés par elle qui donnent leur expérience sur un sujet. Et puis après, on diffuse d'autres informations. Qu'est-ce que nous pouvons rajouter d'autre? À bientôt. À bientôt. Le mois prochain, à peu près au milieu, Catherine redonnera une nouvelle conférence et vous serez bien sûr avertis avant. Vous aurez un texte de présentation. Nous vous invitons à booster auprès de vos amis cette manière de voir différente de la psychologie qui est vraiment en lien avec le corps. Vous l'avez sans doute compris. Et je vais laisser en lien avec le corps, en lien avec l'expérience, en lien avec une façon vraiment de relier corps et esprit. Nous ne sommes pas un corps et un esprit à côté, nous sommes un corps-esprit. Et la logique émotionnelle vraiment permet de faire cette expérience très puissante de la façon dont nous sommes
naturellement inspiré, naturellement intuitif, naturellement en recherche d'équilibre, et comment cette recherche naturelle d'équilibre opère en nous. Et c'est un très très beau voyage que de pouvoir l'observer, la verbaliser, et donc s'appuyer vraiment sur cette réalité intérieure. À très bientôt. À bientôt. Et si vous voulez réécouter, il y aura le replay qui sera installé sur la page. À bientôt. Au revoir. Bonne soirée. Notre technicien nous fait signe de nous taire. Il cherche le moyen de clore le direct sans le perdre, parce que ça nous est déjà arrivé.